Vous allez juste, du coup, pouvoir me dire si tout va bien. Écran utilisé, d'accord. Bon, ça c'est. Oui, on voit bien. On voit bien. Tout est clair? OK. Bon, bah, écoutez, si vous voulez bien, on peut commencer. Si vous me donnez la. Je peux y aller là? Oui, tous les micros sont. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous quelques notions sur environnement et santé et le concept d'Exposome. Je vais démarrer par quelque chose d'assez général et puis on ira peut-être dans des choses plus pratiques. Mais bon, à la fin, on pourra, au cours de la discussion, peut-être préciser certaines choses que je n'aurais peut-être pas évoquées. Moi, je suis donc Robert Barouki. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris, qui s'appelle maintenant Université Paris-Cité. Donc, je dirige un laboratoire disons, hospitalier à Necker de biochimie métabolique, mais surtout, je dirige une unité INSERM qui est focalisée sur la toxicologie et d'autres sujets, mais bon, en particulier la toxicologie et les problématiques d'environnement et de santé. Depuis quelques années, je m'implique dans des projets européens et français sur l'Exposome. Et je suis toujours ravi de partager ces notions-là parce que beaucoup de gens sont intéressés. Parfois, bon, ce n'est pas toujours extrêmement clair et c'est des notions assez larges. Et donc, on a un peu de mal. Et je vais essayer de préciser un peu l'historique. Et puis ensuite, d'aller en pratique, comment on explore et quelles sont quelques implications. Donc, quelques exemples à la fin sur les perturbateurs endocriniens parce que ça aussi, ça intéresse pas mal de gens. Donc, on va, si vous voulez bien, commencer par quelques définitions. Donc, déjà, une définition sur ce qu'on entend par environnement quand on parle d'environnement santé. C'est un sujet qui est important parce que ça peut porter vraiment à confusion dans le public. Vous allez pouvoir entendre le matin un très grand expert vous dire que l'environnement, c'est 10 à 15% des cancers au mieux, et puis le soir, un autre expert qui vous dira que l'environnement, c'est 60% ou 70% des cancers. Simplement, ils n'utilisent pas la même définition de l'environnement. Il existe une définition très large de l'environnement, c'est en gros tout ce qui n'est pas génétique, et du coup, ça inclut les comportements, l'alimentation, est-ce qu'on fume ou on ne fume pas, bien sûr la pollution aussi, mais est-ce qu'on boit ou on ne boit pas? Donc très général, très large. Et puis une définition beaucoup plus restrictive, plus intuitive pour la plupart d'entre nous. Et en gros, l'environnement, dans cette définition-là, c'est tout ce qui est subi, c'est-à-dire, c'est-à-dire du coup, c'est bien sûr la pollution, on est bien obligé de respirer l'air, et donc s'il y a de la pollution dans l'air, on subit cet effet-là. Le tabagisme passif serait de l'environnement, mais pas le tabagisme actif, qui serait du comportement, la contamination des aliments, etc. Donc la plupart du temps, quand on dit environnement santé, on entend pollution, je dirais, et santé. Donc, selon la définition, bien sûr, l'impact de l'environnement sur la santé va être très différent. Les deux définitions me vont bien, hein, et on verra après qu'il y a dans l'exposome, on revient à cette définition très large, mais il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on dit. Deuxième point, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas non plus que l'environnement corresponde uniquement à ce qui est mauvais. Dans ce que vous voyez en haut, effectivement, c'est... Est-ce qu'il y a un écho ou c'est... Bon, je pense que j'entends un écho, donc si vous... Effectivement, il y a un écho, c'est peut-être un des micros qui est encore ouvert. Oui, qui est encore ouvert. Si tout le monde peut éteindre son micro. D'accord. Donc, au-dessus, donc, vous voyez bon, un accident industriel à gauche. Au milieu, vous avez Pékin, il y a quelques années, de jour. Hein, donc, c'est la pollution, les contaminations et l'alimentation. Ça, c'est effectivement pas terrible. En revanche, vous avez en bas l'environnement général, hein, donc le fait qu'il y ait des plans d'eau, le fait qu'il y ait des espaces verts, l'environnement social, qui est aussi quelque chose de très, très favorable. Donc, l'environnement, c'est parfois le problème, c'est aussi la solution. Il faut toujours garder ça en tête. De même que j'ai défini l'environnement, je me permets de rappeler quelques définitions de la santé qui a beaucoup évolué au fond, avec des définitions actuelles qui rapprochent beaucoup les problématiques de santé des problématiques environnementales. Donc, initialement, la santé, c'était la vie dans le silence des organes, donc c'est le riche entre les deux guerres. Après la Première Guerre mondiale, je veux dire qu'on peut comprendre. Donc, c'était surtout médical hein, comme problématique. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'OMS a une définition qui intègre
l'état de bien-être dans la santé, l'état de bien-être physique, mental et social. Donc déjà, le contexte devient important. Et puis la santé publique, mais qui a bien commencé bien avant, bien entendu, mais qui s'est beaucoup développée à la deuxième moitié du XXe siècle et à présent, avec la notion de prévention, qui est très liée à des problématiques environnementales. Et actuellement, on a des concepts comme One Health, une seule santé, donc où à la fois la santé des animaux, des écosystèmes et la santé humaine sont rapprochés, ou des concepts plus généraux comme la santé planétaire, sur laquelle on peut discuter si vous voulez aussi, et qui donc rapproche cette problématique de santé humaine du contexte environnemental. Donc on est au cœur des problématiques de santé. Alors, si on prend cette définition un peu large, il y a différents facteurs environnementaux. D'abord, l'environnement chimique, c'est ce qu'on comprend le mieux, disons, c'est ce qui a été le plus étudié. Je reviendrai beaucoup là-dessus dans mon topo, c'est un peu mon domaine, avec tous les contaminants et les polluants. Mais l'environnement physique est important. La radioactivité, bien sûr, les ondes électromagnétiques, on en parle beaucoup, même si ce n'est pas toujours extrêmement clair. Mais ce qui manque ici, et qui est peut-être le plus important, c'est le bruit, par exemple, qui a un impact sanitaire certainement important. Les déséquilibres alimentaires et énergétiques, donc dans une définition très large. L'environnement biologique, bon, de nos jours, il n'est pas... Enfin, voilà, on n'a pas besoin de rappeler l'importance des virus, des pandémies, mais aussi l'environnement social, l'environnement psychologique, qui fait partie de cette définition extrêmement large des facteurs environnementaux. Alors là-dedans, si on reprend maintenant ce que dit l'OMS sur les déterminants de santé, je ne dis pas les causes des décès, hein, mais là, c'est les déterminants qui ont un impact sur les décès au niveau mondial. Et donc, parmi ces déterminants, il y a la pollution, le tabac, les infections, l'alcool, etc. Vous voyez que l'OMS maintenant, et depuis quelques années, met la pollution totale au premier niveau. Donc, c'est le plus grand déterminant de la mortalité au niveau international. C'est surtout la pollution de l'air, que ce soit extérieur ou intérieur, et pas uniquement dans nos pays, hein, dans d'autres pays. Et donc, c'est ça qui est au premier plan. Donc, c'est important, et c'est important de l'étudier. Si on veut faire un tout petit peu de géopolitique, c'est pas inintéressant de voir aussi que là où la mortalité en rouge à gauche là, est la plus élevée, c'est les pays qui ne produisent pas nécessairement le plus de pollution. Hein. Donc, c'est les pays d'Afrique principalement, le sous-continent indien, alors que les pays qui produisent le plus de pollution ne sont pas nécessairement parmi ceux qui souffrent le plus. Donc, il y a ce problème un peu international, géostratégique, qui n'est pas inimportant de rappeler. Alors, quand on veut parler d'exposition à des facteurs environnementaux, ou quand on veut travailler dans le champ environnement-santé en général, il y a différents niveaux sur lesquels on peut travailler. Et je vous propose donc ces trois niveaux, et puis ensuite je reviendrai sur l'exposome. Donc d'abord, on peut travailler sur les facteurs de risque, les facteurs de stress environnemental, donc sur les polluants chimiques, la qualité de l'air, le bruit, les ondes, etc. Bon, donc ça, c'est un travail très pointu sur les facteurs. Beaucoup d'entre nous sont dans ce domaine-là. On peut ensuite travailler sur des secteurs. Où est-ce qu'on est contaminé? Le milieu de travail, par exemple, est-ce que c'est pendant notre travail qu'on est contaminé, ou dans les villes, la notion d'urbanisme, ou la ruralité, où sont les expositions? Donc ça, c'est quelque chose de plus local et qui est important. Et puis ensuite, on peut parler de changement, des gens qui travaillent sur des aspects extrêmement globaux, très larges, la notion de biodiversité et de santé, les grandes transformations écologiques, le climat, bien entendu, l'impact sur les inondations, les feux, les allergies, etc. Et puis, il y a cette notion d'exposome qui vient un tout petit peu mettre tout ça dans rationaliser tout ça dans disons, un concept unique, avec cette notion d'ensemble des expositions vie entière et d'impact de ces expositions. Je vais revenir là-dessus. C'est un tout petit peu le sujet, et bien je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc, quand on parle de facteurs environnementaux, bon, on s'intéresse aux facteurs parce qu'ils ont un impact sur la santé. Et quand on essaie de faire le bilan des impacts des facteurs environnementaux sur la santé, ben, on trouve quasiment toutes les pathologies, notamment les pathologies
chroniques. Bon, c'est une liste un peu déprimante, hein, mais les cancers, qu'ils soient hormonaux ou non hormonodépendants, la fertilité, on en parle beaucoup ces quelques temps, les maladies neurologiques, que ce soit les maladies neurodégénératives ou le développement de l'enfant, neurocognitif, neurocomportemental de l'enfant, les problèmes d'obésité, maladies métaboliques, bien sûr, maladies cardiovasculaires et respiratoires, auto-immunes, allergies, le développement en général. Donc, en fait, on fait la revue de l'ensemble. Ici, c'est plutôt des maladies non transmissibles, mais même des maladies transmissibles, bien sûr, ils ont un facteur environnemental. Déjà, l'agent infectieux lui-même, dans cette conception large de l'environnement, mais aussi d'autres facteurs qui viennent interférer. Je donne à titre d'exemple, il y a un travail extrêmement sérieux récent qui a bien mis en relation la pollution de l'air et la gravité de la Covid. Donc, ce n'est pas l'origine de la Covid, mais c'est la gravité de la maladie associée à des problèmes de pollution de l'air. Donc, on voit ces interactions entre différents agents et on voit du coup l'intérêt d'avoir une vision un peu globale, intégrée des phénomènes. Justement, cette notion intégrée, c'est quelque chose que Christopher Wilde, donc Christopher Wilde, vous connaissez sans doute, était le directeur du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Il ne l'est plus maintenant, c'est un épidémiologiste anglais, et donc travaillant beaucoup sur le cancer. Il s'était dit, déjà, on était en 2005 environ, donc là, il y a 17 ans, il s'était dit, au fond, sur les aspects génétiques du cancer, bon, on ne sait pas tout, mais on sait beaucoup de choses, finalement. En revanche, tout le reste, c'était un peu le bazar. Le reste étant la pollution, les infections, l'alimentation, les stress de tout ordre, etc. Bon. Et du coup, bon, il a proposé qu'on rassemble tout ce qui n'était pas génétique, toutes les expositions du coup environnementales, non génétiques, dans un seul concept, qui est celui d'exposome, et qui correspond donc à toutes les expositions environnementales, physiques, chimiques, socio-économiques, etc., qu'on peut subir tout au long de la vie dès la conception. Certains disent même avant la conception. Et donc, ça comprend des expositions externes, hein, des processus internes et le comportement. Donc, c'est très large, c'est un concept très large. Aux États-Unis, à un moment, on l'appelait the wild concept. Bon, extrêmement large, peut-être difficile à aborder, mais il avait l'intérêt de pousser à ce qu'on étudie de manière assez globale ces différentes expositions. L'exemple que j'ai donné sur le Covid et la pollution de l'air tout à l'heure est typiquement un exemple dans lequel cette notion d'exposome est intéressante, de mettre tout ça ensemble. Bon, donc il a proposé ça pendant quelques années, il ne s'est rien passé. Il a même eu du mal à publier le petit article sur le sujet. Il a fini par le publier dans un petit journal où lui-même était éditeur. Et puis finalement, quelques années, pratiquement pas de citation, personne ne s'est énervé. Et puis tout d'un coup, les Américains puis les Européens se sont dit, mais finalement, c'est peut-être intéressant. Ils ont lancé des appels d'offres et depuis, disons, les 2010, 2011, on a commencé à avoir beaucoup plus de travaux sur le sujet. Actuellement, il y a beaucoup de programmes européens sur le sujet. En France, on a mis l'exposome dans même l'article 1er de la loi santé d'il y a quelques années, en disant que la stratégie sanitaire de la France serait inspirée par le concept d'exposome. Voilà, donc ça a pris un certain temps. On va un peu discuter de ça. Évidemment, quand il y a un concept qui est donné, ensuite, vous avez tous les copains qui viennent et qui vont proposer leur vision propre de ce concept. Essayez peut-être un peu de le préciser. Donc, notamment, Rapaport, lui, a surtout insisté sur ce qu'on appelle le milieu chimique interne, en disant, si on explore finalement le milieu chimique dans le sang, dans les urines, dans les cheveux, que ce soit les contaminants du milieu chimique, mais aussi ce qui vient du microbiote, mais aussi ce qui vient du métabolisme endogène, de l'alimentation, on peut avoir une bonne idée des expositions en général. Donc, c'est un moyen pratique d'explorer les choses. Miller, qui est toxicologue comme moi, a insisté sur le fait que l'exposome, ce n'était pas uniquement les expositions, mais c'était aussi les réponses biologiques associées. Et donc, c'est aussi l'impact du coup. Avec des collègues, actuellement, on essaie un tout petit peu de distinguer les choses parce que je suis tout à fait d'accord avec Miller qu'il faut parler de l'impact, bien entendu, c'est la base, mais peut-être un peu préciser d'une part un exposome, disons, voilà, structurel, hein, les molécules qui sont présentes, et puis ce qu'on a appelé, nous, l'exposome fonctionnel, c'est-à-dire, et là, c'est là qu'on met l'impact de l'exposome. Et puis, il y a une version plus écotoxicologique qui rappelle un peu les notions de One Health et les notions de santé planétaire, qu'on appelle l'éco-exposome et qui établit
une relation entre l'exposition de l'homme, mais aussi l'exposition au niveau des écosystèmes dans la nature, etc. Donc, chacun y a apporté. Vous avez des épidémiologistes qui ont beaucoup insisté sur l'exposome au niveau communautaire, les villes, les gens vivant dans des villes, ceux qui vont vivre dans une forme de ruralité, etc., et qui a son intérêt aussi. Donc, chacun a apporté sa petite pierre pour faire avancer le système. Alors, évidemment, c'est très très bien d'avoir des concepts. Ensuite, on a dit l'exposome. Comment peut-on déjà l'évaluer? Comment peut-on étudier finalement cet exposome? Il y a bien sûr plusieurs moyens. Je vais insister sur certains d'entre eux, en insistant ici sur tout ce qui est capteur, toute une série de détecteurs et de capteurs que vous voyez. Là, c'est des photos assez anciennes. Il y a des choses beaucoup plus petites actuellement qui vous permettent d'évaluer toute une série de choses qui présentent dans l'air. Bon, le CO2, bien sûr, hein, maintenant, vous en avez tous entendu parler, qu'on veut mettre ça dans les écoles, dans les espaces fermés pour savoir quand est-ce qu'on peut ouvrir, mais aussi tout plein de choses, nitrés, soufrés, etc., molécules chimiques, des particules dans l'air, donc bien sûr, là, il y en a plusieurs, l'ozone, les aldéhydes, là, on est plus dans l'air intérieur, hein, donc tout ce qui peut mettre les cols, les formaldéhydes, etc. Le bruit, les poussières aussi, et ça continue. Et de même qu'en médecine, on a maintenant toute une série de petits appareils qui permettent d'avoir une évaluation d'un certain nombre de paramètres physiologiques. On va avoir toute une série d'appareils qui va nous permettre d'avoir toute une évaluation des expositions. Et on peut tout de suite imaginer l'intérêt. Vous avez quelqu'un qui est asthmatique, savoir qu'est-ce qui l'entoure, est-ce qu'il existe des substances potentiellement dangereuses pour cette personne, ben, c'est peut-être quelque chose qui soit utile. Évidemment, on va faire beaucoup d'enquêtes, hein, donc on ne va pas se contenter uniquement des capteurs, des enquêtes. C'est la base, hein, c'est toutes les études épidémiologiques ou même cliniques passent par là. J'ai parlé des capteurs, mais aussi il y a toute une série de systèmes d'information géographique, hein, les satellites, toute l'information qui est donnée par les satellites, notamment, un exemple, la luminosité, l'excès de luminosité dans nos villes qui perturbe le cycle circadien est un facteur qu'on peut aussi évaluer. Bien sûr. Et puis, toute une série, c'est un grand développement de la biochimie, de la biologie moléculaire. On peut doser dans le sang, dans d'autres liquides biologiques ou tissus, des tonnes de choses, des contaminants, des métabolites, la transcriptomique, des ARN, etc. Et puis, un certain nombre de marqueurs physiologiques. Donc, tout ça, on ne s'en prive pas quand on fait des études d'exposome. Voilà un exemple d'un projet d'exposome européen auquel j'ai participé et qui était très multidisciplinaire avec des gens qui, justement, utilisaient ces données satellitaires, des capteurs individuels, beaucoup de modélisateurs, c'était dirigé d'ailleurs par un modélisateur. Donc, à partir de ce qu'il y a autour de nous, essayer de prévoir l'impact qu'il y a dans notre exposition personnelle. Donc, en gros, si on connaît les produits chimiques dans l'eau, dans l'air et dans les sols, est-ce qu'on peut deviner quelle quantité de produits chimiques il va y avoir dans le sang? Ça avance, ce n'est pas parfait, mais ça avance. Et puis, nous pratiquions aussi beaucoup d'études dites omiques dans le sang et de contaminants, et bien sûr de la cinétique dans l'individu, des études épidémiologiques associant l'impact environnemental et la santé, et puis des études toxicologiques concernant donc les mécanismes. Pour vous illustrer ça, dans ce type d'études, il y a une étude, disons, épidémiologique qui a semblé montrer que l'association de plastifiants comme les phtalates et de métaux lourds étaient associés à des problèmes de neurodéveloppement, des déficits neuromoteurs et des déficits neurocognitifs dans le neurodéveloppement des enfants. C'est une étude de cohorte qui était faite en Pologne qui a montré ça. Il y a eu des études sur le métabolome dans le sang, donc qu'est-ce qu'il y a comme métabolite dans le sang, et qui a semblé indiquer qu'il y avait une association entre ces métaux, ces contaminants et le métabolisme mitochondrial, hein, la citrulline, un certain nombre de métabolites mitochondrieux liés notamment au cycle de l'urée, mais pas uniquement. Et donc, ça laissait une hypothèse sur la possibilité que c'est en perturbant le métabolisme qu'on avait ces problèmes neuromoteurs et de développement. C'est assez logique que si on perturbe la mitochondrie, le muscle, les neurones soient aussi perturbés. Nous avons fait une étude toxicologique, cette fois donc in vitro, montrant que lorsqu'on expose des cellules à ce mélange-là, eh bien, on aboutissait en effet
à une perturbation du métabolisme mitochondrial, ce qui a permis de donner une relation de causalité entre l'exposition à ces métaux et les problèmes neurodéveloppementaux. Donc, c'est une illustration de ce qu'une étude dite exposome, assez large. Ici, c'est un exposome chimique, hein, c'est des mélanges de produits chimiques, mais on peut élargir à des facteurs physiques ou même des facteurs socio-économiques, et on peut aller plus loin. Alors, tant qu'on est dans les aspects d'exposome chimique, ce schéma qui a été publié dans la stratégie européenne sur les produits chimiques, la durabilité donc, de la stratégie européenne dans le domaine de la chimie, qui a été publiée récemment, et on peut reconnaître à l'Europe d'avoir des ambitions extrêmement importantes dans le domaine. Pour vous dire que même dans un domaine où on a l'impression de connaître beaucoup de choses, sur 100 000 produits chimiques, disons, qui sont plus ou moins sur le marché, en fait, on connaît beaucoup de choses sur 500. On connaît un peu dans un domaine donné sur 10 000 et un peu moins sur 20 000. Et puis, il y a 70 000 substances pour lesquelles on ne connaît pas grand-chose. Donc, même dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire encore. Alors, pour illustrer cette problématique de contaminants, hein, donc, je vais dire quelques mots sur les perturbateurs endocriniens, donc, qui sont des substances présentes et qui perturbent le système hormonal. Leur définition maintenant est acquise. Hein. L'Europe a mis beaucoup de temps à trouver une définition. Et finalement, ils ont trouvé la même définition que l'OMS qu'il avait trouvée 20 ans avant. Donc, des perturbateurs endocriniens sont des substances exogènes ou des mélanges de substances qui vont altérer la fonction du système endocrinien, des fonctions du système, entraîner des effets adverses sur la santé. Et le terme le plus important, qui est la troisième condition, c'est consequently, c'est-à-dire qu'il y a une relation de causalité entre la perturbation du système endocrinien et les effets adverses sur la santé. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est ce qui rend très difficile de caractériser une substance comme étant un perturbateur endocrinien. Souvent, on n'en est pas là, et donc on ne va pas appeler ça un perturbateur endocrinien potentiel ou présumé lorsqu'il manque un des éléments de la démonstration. Mais, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important de nos jours. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé par des observations dans la nature, notamment un collègue à moi qui est décédé maintenant, qui s'appelle Lou Guillette, qui a passé sa vie à travailler sur les lacs pollués de Floride, et notamment sur les alligators dans les lacs pollués, qui a montré que leur système reproducteur était perturbé, avec notamment des micropénis qu'il observait. Il y a des inversions sexuelles chez certains amphibiens, et ça, c'était lié à une pollution, et c'était un effet de perturbation endocrinienne. Et à partir de là, on a vu pas mal de choses chez l'homme. Ça touche surtout, les systèmes endocriniens sont surtout les systèmes d'hormones sexuelles, donc oestrogènes, androgènes, mais aussi, depuis plus récemment, mais très important, les hormones thyroïdiennes, qui sont très importantes pour le développement neuronal. Et puis, on commence à étudier d'autres aspects, d'autres systèmes endocriniens, et d'ailleurs, au-delà des endocriniens, des systèmes immunitaires, neurologiques. Donc, c'est une notion qui a commencé par la perturbation endocrinienne, mais je pense que c'est une notion beaucoup plus générale, qui consiste à dire que la toxicité peut être due par une perturbation d'un système physiologique qui peut entraîner des impacts à long terme. Alors, tout ceci a entraîné des grands défis pour les gens qui s'intéressent à l'environnement et à la santé, que je vais détailler un tout petit peu dans les diapos suivantes. Je ne vais pas décrire cette diapo pour ne pas me répéter, mais il y a le premier défi, c'est la problématique des mélanges. L'univers chimique, on a dit 100 000 molécules, bon, ça dépend où est-ce qu'on met 100 000 molécules, disons, sur le marché. Il y a certains qui disent 25 000 sûrs, d'autres qui disent s'il y en a beaucoup plus. Évidemment, il y a beaucoup plus de produits chimiques, mais disons que 100 000 à un niveau, un tonnage suffisant en Europe. En fait, comme je l'ai dit, on connaît une partie seulement. Et puis surtout, tout est sous forme de mélange. Hein. Je veux dire, un grain de poussière chez vous, s'il y en a, peut contenir des centaines, voire des milliers de substances chimiques. Donc, en gros, on est exposé au mélange. Et toutes les études, et surtout les études réglementaires, sont faites substance par substance. Donc, en fait, on se plante pratiquement dans toutes les études. On donne des valeurs limites. Hein. On dit il ne faut pas être contaminé par plus de tant de bisphénol A par jour et par kilo, très bien, mais cette valeur limite est basée sur des études uniquement sur le bisphénol A.
Or, le bisphénol A, donc ce plastifiant, est souvent présent avec beaucoup d'autres substances. Et donc, on a là un vrai problème, un vrai défi à régler. Et juste pour illustrer ça, si vous avez un PE, perturbateur endocrinien, un premier, un deuxième et un troisième, qui ont le même mode d'action, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, ils inhibent l'effet de la testostérone. Toutes les études réglementaires sont faites sur chacun des perturbateurs seuls, et en gros, on va finir par trouver, on calcule un seuil toxicologique qui est calculé par des études biologiques, hein, et donc on définit ce seuil et on dit, voilà, le premier, il est en dessous du seuil, le deuxième aussi, le troisième, donc pas de problème. Si on avait fait le mélange, et on sait maintenant qu'il faut additionner les doses avec des facteurs de correction, mais il faut additionner les doses, là, il y a un vrai risque qu'on dépasse les seuils. Et donc, il y a un vrai sujet là, les agences sanitaires en sont conscientes, il y a beaucoup de travaux sur comment tenir compte du fait qu'on est exposé à des mélanges. L'autre problème, c'est le problème du temps, le problème d'exposition. Quand on parle de ces substances chimiques, perturbateurs endocriniens ou d'autres d'ailleurs, on parle rarement d'effets aigus. Ça, on sait faire, hein, on sait à peu près évaluer. La difficulté, c'est quand l'effet a besoin de beaucoup de temps pour s'exprimer. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est des années, c'est peut-être des dizaines d'années, et c'est parfois des générations, parce qu'il y a certains effets qui sont transgénérationnels, et quand on vous a parlé d'épigénétique, peut-être vous a-t-on parlé de ça. Donc, il y a différents modes de toxicité et qui peuvent entraîner de toxicité. Par exemple, le premier, c'est un mode par réitération, où vous avez nécessairement des expositions répétées à une substance ou à un autre stress pour avoir un effet toxique final. Bon, le tabagisme étant un cas parce que les effets sont stochastiques et donc il faut des expositions répétées pour avoir un effet final. Vous avez un phénomène, l'autre, qui est la persistance, c'est-à-dire l'exposition peut être très courte. En revanche, vous allez capter ces substances et vous allez stocker ces substances dans votre tissu adipeux, par exemple, ou dans les os pour les métaux, etc. Et ensuite, vous allez avoir une source interne d'exposition. Vous êtes exposé à partir de vos propres tissus, et ça peut durer très longtemps et avoir des effets sur le long terme. Et enfin, peut-être le plus important, la toxicité par programmation, où à certaines époques de la vie, notamment la période fœtale, vous pouvez avoir une exposition qui peut être très courte, mais à un mauvais moment du développement. Et cette exposition ne va pas se traduire tout de suite par quelque chose. On ne parle pas nécessairement de malformation tout de suite, mais par un effet, peut-être biologique, qu'on ne détecte pas, mais qui s'exprimera beaucoup plus tard dans la vie, chez l'enfant, chez l'adulte, par une augmentation de risque à une pathologie donnée. Le mécanisme évoqué est un mécanisme sans doute épigénétique. La démonstration n'est pas absolue, mais c'est ce qu'il y a actuellement donc de plus probable. Donc ça, cette notion de temps est fondamentale. Elle est représentée par ce qu'on appelle la DOAD, c'est-à-dire le Developmental Origin of Health and Disease, c'est l'origine développementale des maladies et du bien-être, qui est représentée ici. Donc l'épigénétique, finalement, j'en parle pas, mais c'est quand même avoir un effet biologique qui va se traduire très longtemps après par une augmentation de risque. Au fond, les mécanismes épigénétiques sont les premiers candidats. Pourquoi? Parce que les modifications épigénétiques, par exemple la méthylation de l'ADN, ont une propriété importante, c'est qu'elles sont transmissibles d'une cellule à une autre, notamment par la mitose. Et donc, si vous avez une cellule fœtale qui a subi une transformation épigénétique, parce que c'est pendant la vie fœtale que le profil épigénétique des cellules s'installe pour en faire une cellule de foie, de neurones, etc. Donc, c'est une période de fragilité, de vulnérabilité particulière. Si vous avez une modification d'un profil épigénétique, il va se transmettre ensuite dans les cellules correspondantes pour aboutir, disons, beaucoup plus tard à une fragilité quelconque. Pour peu qu'il y ait un autre phénomène environnemental qui arrive, on va avoir l'augmentation de risque d'avoir une pathologie. Donc, on est très intéressés, nous, toxicologues, s'intéressons à l'environnement, par les phénomènes épigénétiques. Ça peut aller jusqu'à des transmissions transgénérationnelles. C'est loin d'être démontré, mais c'est quand même une hypothèse assez forte là-dessus. J'ai beaucoup parlé de produits chimiques, parce que c'est un peu mon domaine, mais vraiment, cette notion d'exposition et d'impact est généralisable à beaucoup d'autres stress, et en particulier des stress psychosociaux.
sont des stress qui commencent à être étudiés, notamment dans les populations humaines. Vous avez des gens qui travaillent sur la maltraitance, l'effet de la maltraitance, par exemple, et qui trouvent des modifications épigénétiques liées à la maltraitance. Donc ça commence à vraiment prendre. Et on peut même modéliser un certain nombre de ces effets. Donc chez l'animal, ici, bon, là on pratique ça au laboratoire. Une collègue pratique ça, qui s'appelle la défaite sociale. Vous avez, disons, deux types de rats. Un, disons, qui est plutôt peu agressif, et l'autre plutôt agressif. Vous les mettez en présence l'un de l'autre pendant un quart d'heure tous les jours, de manière répétée. Et au bout de quelques jours, le rat peu agressif, en gros, subit ce qu'on appelle une défaite sociale, c'est-à-dire subit l'autorité en fait complètement de l'autre rat, et ça s'accompagne de phénomènes biologiques dans le sang, notamment la baisse d'un facteur important dans le système nerveux qui s'appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Et cette baisse est très importante parce que si elle persiste, finalement, le rat qui est défait socialement peut, à la suite d'un autre stress, va subir vraiment des pathologies et ne pas survivre. En revanche, si le BDNF remonte, il va pouvoir survivre à d'autres stress. Et donc, il y a peut-être un phénomène épigénétique qui est en train d'être exploré à présent, actuellement. Mais ce qui est intéressant dans le BDNF, c'est que c'est aussi la cible d'autres stress, et notamment de stress chimiques. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, par exemple, sur le bisphénol A et le BDNF. Et donc, vous avez le même gène, en fait, ou le même protéine, qui est la cible de différents types de stress. Et donc, on voit ici la capacité d'étudier l'interaction entre stress, et du coup, c'est typiquement lié à la notion d'exposome. J'aimerais peut-être conclure par la discussion de quelques points importants. Quelles sont les implications? D'abord, c'est une conception multifactorielle des pathologies. Bon, je pense que vous savez ça sans doute encore mieux que moi. On a souvent ça. Mais l'exposome permet d'explorer des origines multiples. Alors, si on associe exposome à génome, on peut aussi étudier l'interaction entre gènes et environnement. Et donc, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est très important de nos jours. Mais puis, vous pouvez étudier les interactions entre différents facteurs de stress, infection et produits chimiques, stress sociaux et exposition à la pollution, etc., etc. La notion d'exposome, comme souvent des notions en sciences, s'accompagne d'innovations méthodologiques et qui peuvent avoir beaucoup d'implications, y compris dans notre vie courante. J'ai parlé beaucoup des capteurs, ça se développe. Il y a énormément de petites startups ou des boîtes qui fabriquent maintenant des capteurs qui peuvent donner pas mal d'informations. Il y a ce qu'on appelle le monitoring, donc les capacités analytiques de doser dans le sang des tas de choses. Par la spectrométrie de masse, nous pratiquons beaucoup ça, et tous les 2-3 ans, on baisse en sensibilité, on a une meilleure sensibilité, une meilleure séparation, donc ça avance beaucoup. Les mathématiques sont au premier plan, on peut faire beaucoup de modélisation à tous les niveaux. J'ai dit tout à l'heure, on pouvait modéliser quand on sait la contamination extérieure, avoir une idée de l'impact sur la contamination interne. Mais ma modélisation, ça peut être modéliser les parcours de vie de quelqu'un, qui, par exemple, ou ses parcours journaliers, si quelqu'un prend, voilà, on suit son parcours, il se lève à telle heure, il prend le métro, donc il est exposé à un certain nombre de choses, il va travailler à l'usine, il est exposé à d'autres choses, il revient, il va faire un peu de sport dans la nature, il est exposé à autre chose encore, etc., etc. Donc on peut faire ces modèles actuellement qui sont très en cours. On peut doser énormément de biomarqueurs, que ce soit dans le sang, dans les urines ou ailleurs, protéiques, métaboliques, ARN, etc. Ça a poussé à étudier des effets des mélanges qui sont un vrai problème et à entraîner ce qu'on appelle une médecine systémique, c'est-à-dire une vision intégrée des facteurs, des déterminants, des pathologies, et non pas une vision à chaque fois monodéterminante. Ça nécessite une éducation différente dans les professions médicales, mais ailleurs, et puis une formation nécessairement multidisciplinaire. On ne peut pas tout savoir, donc on a forcément une discipline, un domaine de spécialité, mais on doit peut-être savoir suffisamment de ce qui se passe ailleurs dans les autres disciplines. C'est un peu je dirais, le défi actuel de toute l'éducation, que ce soit d'ailleurs en primaire, au lycée ou dans les études de médecine ou ensuite pendant la période professionnelle. Alors, il y a des implications importantes, je dirais, en santé publique. D'abord, la réglementation doit évoluer.
bon, on ne peut plus actuellement ne pas prendre en considération la notion de mélange. Elle l'est difficilement, mais les agences sanitaires s'y attaquent. Et puis, peut-être plus généralement, étudier aussi des interactions entre substances infectieuses et produits chimiques, etc. Elle met en premier plan des populations vulnérables. J'ai parlé du développement, le fait que l'exposome n'a pas les mêmes effets selon la période du développement. Et donc, ça veut dire étudier l'exposome du fœtus, étudier l'exposome de la puberté, etc., etc. L'interaction avec la génétique, les pathologies, l'alimentation, enfin, toutes sortes de vulnérabilités liées à ce type, à ces influences-là. Évidemment, la situation socio-économique est tout à fait au premier plan. On sait, par exemple, que dans des situations socio-économiques difficiles, l'exposition, tout bêtement, à certains polluants de l'environnement est beaucoup plus importante. On s'alimente moins bien, on est dans des zones un peu plus polluées, on est loin des espaces verts, etc. Et puis, il y a des messages de santé publique concernant la prévention qui peuvent être impactés par la notion d'exposome. Je prends un seul exemple. On donne des recommandations de santé publique en termes d'alimentation, manger des fruits et légumes, mais si on dit fruits et légumes et en même temps on dit attention, il y a 95% des fruits et légumes qui ont des pesticides et les pesticides, c'est pas bon, c'est pas très clair. Donc, il faut donner une information qui soit cohérente. De même pour le poisson, ça on le sait aussi, certains poissons sont contaminés et donc il faut donner une information cohérente pour que ça passe. Et puis à l'échelle peut-être plus individuelle, on peut parler comme on parle de médecine de précision, on peut parler de prévention de précision, c'est-à-dire doter par exemple certaines personnes de capacités de savoir qu'est-ce qui les entoure pour essayer de prévenir un asthmatique, un diabétique par exemple, une personne âgée, etc. Et donc ça c'est possible actuellement à cause de tous les dosages qu'on peut faire, à cause des capteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis toutes les connaissances qu'on commence à acquérir sur l'interaction entre différents facteurs de stress. Ce n'est pas tout à fait nouveau quand les gens ont défini la médecine de précision initialement, donc c'était le NIH, une approche émergente de traitement, mais aussi de prévention, et donc qui prend en compte les propriétés individuelles en termes de génétique, mais d'environnement aussi, et de comportement, et de mode de vie. Donc, c'était déjà présent. Alors, petit à petit, ça s'est beaucoup focalisé sur les aspects thérapeutiques et génétiques, mais en réalité, on peut vraiment actuellement l'étendre à plus large que ça, et je pense que la notion d'exposome peut aider là-dessus. Donc voilà, c'était la dernière diapo. Je vais enlever le diaporama. Voilà, et puis donc je pense qu'on peut avoir un peu de temps pour discuter. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation avec des notions nouvelles. Certaines notions sont nouvelles, nous qui travaillons sur le sujet depuis longtemps. Et effectivement, cette vision globale est très, très, très intéressante. Je pense que vous avez tous, enfin, vous avez des questions certainement à poser. Et éventuellement ouvrir votre micro pour poser une question ou l'inscrire dans le chat. Je vais poser la première question pour lancer. Je suis très intéressée dans vos premières diapos, vous avez évoqué les mesures et les mesures de tous ces polluants à l'échelon individuel. Et mais d'autre part, un peu plus loin dans votre propos, vous avez évoqué la multiplicité de polluants ou de toxiques ou de tout ce qui est. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, donc ça fait des biais dans les études et des biais surtout dans les comportements des individus parce qu'ils vont regarder une chose, voilà. Donc, comment on peut, parce que vous avez évoqué des startups, vous avez évoqué beaucoup d'innovations et que la technologie va aussi vite que la science, si c'est pas plus vite, et la technologie commerciale aussi. Donc, on voit sur l'épigénétique, il y a beaucoup d'enjeux commerciaux. Donc, oui. Est-ce que là, sur la mesure et sur des capteurs, des sensors personnels, est-ce que chacun, des individus, ne va pas vouloir connaître?
Oui, non, mais c'est tout à fait le cas. Bon, les capteurs, c'est assez émergent, on sait faire des choses. Je ne pense pas que ça a atteint, pour le moment, ça n'a pas atteint, je dirais encore du grand public. C'est dans des études, à l'occasion de grandes études, qu'on dote les gens de ces capteurs pour essayer d'études. Par contre, les détecteurs environnementaux locaux, hein, je veux dire, ça existe. AirParif, par exemple, détecte en permanence pour Paris, disons, la qualité de l'air. Hein, vous avez ces informations-là tout le temps, mais à l'échelle individuelle, on peut théoriquement faire la même chose pour savoir. Si localement, on est, par exemple, ça illustre le fait, par exemple, que l'air intérieur est le reflet un peu de l'air extérieur, mais pas uniquement. Il y a beaucoup de choses dans l'air intérieur qui sont extrêmement importantes et parfois extrêmement toxiques. On peut suivre les particules, par exemple, dans l'air intérieur. Cela dit, ça, c'est effectivement, les capteurs sont focalisés sur, en général, quelques substances chimiques ou de la poussière ou le bruit ou des choses comme ça. Donc, c'est relativement restreint. Mais si on fait une analyse de sang ou d'urine, on peut détecter énormément de choses. Hein. Il y a des gens qui veulent savoir s'ils ont du glyphosate dans le sang, et vous avez à la télé aussi, à l'occasion d'un certain nombre d'émissions, vous avez des dosages qui sont faits. On peut actuellement, par spectrométrie de masse, détecter des centaines de contaminants et très bientôt des milliers. On peut le faire pour des milliers, mais bon, avec pas mal d'incertitudes, mais je dirais qu'on va pouvoir arriver. Je sais pas. Bon. Donc ça va arriver. Le problème actuellement, la difficulté, c'est d'interpréter ça. C'est-à-dire, si vous avez un capteur qui vous dit vous avez des particules chez vous, ça, bon, c'est relativement facile à interpréter. Et on voit bien quand est-ce qu'il y a des particules. Si quelqu'un fume dans la maison, vous avez une augmentation, mais faramineuse, de la quantité de particules. Si quelqu'un cuit un steak dans la maison, vous avez aussi une augmentation faramineuse. Si vous époustez, vous faites passer la poussière, là aussi. Donc, vous pouvez corréler ça et vous pouvez en comprendre. Quand on vous dose des centaines et des milliers de substances chimiques, pour le moment, on a encore du mal à vous dire ce que ça veut dire en pratique. C'est des études, pour le moment, c'est à l'échelle d'études, mais on ne peut pas donner une implication pratique. Donc, ce qui est en train de se faire en génétique, où les gens se font analyser leur génome, et vous avez des boîtes qui leur disent, ça vous donne tant de pourcentage de risque, tel ou tel. Un jour, peut-être, sera fait sur l'exposome avec beaucoup plus de difficultés parce que notre exposome change tous les jours. Enfin, je veux dire, selon où vous êtes, votre exposome est différent. Donc, il faut un exposome moyen, il faut des parcours, et ça, on n'en est pas là, mais ça va venir. Je pense que c'est en train de venir, mais on n'en est pas vraiment là au niveau de la vie quotidienne. On en est là à des dosages très spécifiques. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans son sang, combien de bisphénol, combien de machin, on peut le faire. Ça, c'est faisable. Ensuite, l'interprétation est compliquée. Elle est pas si simple que ça. Je peux revenir sur l'histoire du bisphénol, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire récemment. Vous savez, c'est fixé, la quantité de bisphénol tolérable, la limite tolérable, est fixée par l'agence européenne, qui est l'EFSA, donc, qui est l'agence sur l'alimentation. En 2015, l'EFSA a fixé un taux, quel qu'il soit, qu'on appellera X. Récemment, elle a refait une analyse de la littérature, et elle s'est rendue compte qu'il y a de nouveaux effets qu'elle peut prendre en compte pour fixer une nouvelle limite, et elle a baissé cette limite de 100 000 fois. Je dis bien 100 000 fois. Ça veut dire, il y a la limite d'il y a un an, finalement, on était tous en dessous de cette limite, et donc il n'y avait pas de problème. Et tout d'un coup, on se retrouvait tous au-dessus. Donc voilà, c'est l'avancée des sciences, et c'est comme ça que ça marche. Comme certains dosages de vitamines qui ont varié. On a 2 questions dans le chat, donc je ne sais pas si vous les voyez. Donc d'abord, quels contaminants peut-on trouver dans l'eau potable et est-il préférable de consommer de l'eau en bouteille? Et deuxième question, quid de l'impact des toxiques sur le microbiote et les conséquences? Alors bon, je ne vais pas vous réciter les contaminants de l'eau potable, d'ailleurs je ne les connais pas en entier, mais il existe bien sûr dans tout milieu, il y a des contaminants, ne serait-ce par tout ce qu'on met pour rendre l'eau. On est là dans la contradiction peut-être entre hygiène anti-infectieuse et contamination chimique.
Et donc, effectivement, l'eau potable peut contenir des substances chlorées ou d'autres qui sont là pour éviter qu'il y ait des contaminations. Selon les tuyaux aussi, et dans le temps, il y avait beaucoup de plomb. Et là, c'était vraiment beaucoup plus ennuyeux. Actuellement, c'est quelque chose qui a énormément diminué. L'eau en bouteille pose aussi ses propres problèmes. Ça dépend d'où elle vient. Ça dépend si elle est en plastique ou pas, si le plastique a passé beaucoup de temps sous le soleil ou pas. Donc, il y a des contaminations par les plastifiants de l'eau en bouteille qui ne sont pas négligeables parce que les plastifiants migrent dans l'eau. Au total, moi, je pense que pour le moment, on peut considérer que l'eau potable est en général largement suffisante et saine. Je ne vois pas d'intérêt pour consommer de l'eau en bouteille, sauf si on est dans une zone particulièrement touchés par de la contamination de nappes phréatiques. Ça peut arriver à côté de sites industriels. Il y a des cas en Belgique, il y a des cas aux États-Unis, par exemple, où certains composés perfluorés ont contaminé des zones de l'eau, et là, il y a un vrai souci. Mais par ailleurs, en général, en France, la qualité de l'eau est suffisante en eau potable. Donc ça, c'était la première question, je crois. Oui, donc 2 questions ensuite sur le microbiote. Quid Oui. de l'impact des toxiques sur le microbiote et les perturbateurs endocriniens impactent-ils le microbiote? C'est extrêmement étudié actuellement, extrêmement étudié. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que certains toxiques peuvent modifier le microbiote. Donc ça, c'est embêtant parce qu'on connaît l'importance ensuite du microbiote sur l'état de santé. Donc il est possible que certains toxiques agissent en modifiant le microbiote et donc par ce biais-là ont un impact sur la santé. Donc ça, c'est la première hypothèse. Le deuxième hypothèse, c'est que le microbiote peut métaboliser certaines substances. En les métabolisant, il peut soit les rendre plus agressifs, soit moins agressifs. Donc là, c'est substance dépendant et on peut vraiment difficilement en tirer à ce stade des grandes conséquences. Et ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est qu'il y a une compétition parfois entre les toxiques et les substances du microbiote, notamment vis-à-vis du système immunitaire. Et là, effectivement, les substances peuvent agir en modifiant disons, la relation entre l'hôte et le microbiote. Donc, c'est à différents niveaux. Il y a des exemples sur tous les niveaux que je vous ai cités là. C'est un super sujet de travail actuellement dans le domaine de l'interface toxicologie, alimentation, microbiote. Très bien, on va y travailler aussi. Donc, une question sur un aspect que vous avez évoqué sur les messages de santé publique. D'abord, merci pour cet exposé d'Immanuel Bronzière. Au regard de la complexité de ce sujet et de ses nombreuses incertitudes et évolutions, comment organiser une information compréhensible et utile pour la population afin d'améliorer sa santé? Je dirais, les exemples que je donne, c'est toujours des cas spécifiques, hein, des cas dépendants. Hein. Donc, il n'y a pas une information. L'intérêt de l'exposome, c'est de dire, ne réfléchissez pas uniquement en termes de tel composé toxique ou uniquement en termes de tel aliment. Voyez les choses de manière globale et parfois le message doit être équilibré. Je donne un exemple qu'a déjà pratiqué l'ANSES. Parce qu'on disait aux gens, mangez du poisson. Certains poissons gras ont des oméga-3, c'est superbe, c'est très bien sur le plan nutritionnel. Donc ça, c'est le côté nutritionnel. Et puis, à côté de ça, on vous dit, il y a du mercure, il y a des dioxines dans le et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. L'équilibre, c'est de dire, finalement, manger du poisson, mais pas trop. Parce qu'on a des exemples, vous savez, les pêcheurs de Baltique qui mangent énormément de saumon, pêcheurs de saumon de la Baltique, mais énormément de saumon assez contaminé dans la Baltique. Hein. Bon, on a des études sur leurs enfants, le développement neurocomportemental des enfants des pêcheurs de saumon de la Baltique, qui sont assez édifiants. Donc, manger du saumon contaminé tous les jours, c'est pas terrible. Donc, de manière équilibrée, une fois par semaine du poisson gras, une autre fois du poisson maigre. Ça, c'est typiquement un bel exemple de ce qu'on peut faire. Et puis pour les fruits et légumes, voilà, là, c'est difficile parce que, en gros, la seule manière raisonnable, c'est de dire aller vers le bio, sachant que le bio est plus cher, que les populations les plus en difficulté sont les plus pauvres. Donc là, on a un vrai sujet, quoi. Il faut que le bio soit moins cher, quoi. Donc c'est selon les cas, hein. Il n'y a pas de leçon générale à donner là-dessus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui demande la parole depuis le début. Véronique voulait intervenir. Oui, si je ne prends pas la place à quelqu'un, mais il me semble que, voilà, dis-moi.
Donc, c'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites. Quelquefois, on se sent un petit peu perdu, un peu noyé par l'ampleur des différents aspects qu'il faudrait interpeller. Vous avez dit tout à l'heure que l'exposome était noté dans la stratégie sanitaire de la France. Et donc, je m'étonne un peu en tant que médecin qu'on n'ait pas reçu aussi des consignes ou des propositions pour que, au lieu d'interroger nos patients tout le temps sur ce qu'ils fument et ce qu'ils boivent, on puisse avoir un questionnaire qui serait un questionnaire un peu cadré, pas trop long parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit infaisable, mais on va dire correct, pour au moins sensibiliser, avoir aussi une vertu pédagogique et dire aux gens comment ça se passe. Alors, pour vous donner un exemple, on est en train de le construire là au CHU de Nice. On est un groupe où on a envie de mettre en place un questionnaire d'exposome qui a une vingtaine de questions. Et comme vous le disiez au départ, on a mis de l'exposome négatif, mais aussi de l'exposome positif, parce que je pense que pratiquer un art ou avoir des relations sociales intenses, c'est aussi quelque chose de bénéfique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas développer ce genre de choses? Parce que je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui arrive à l'hôpital qui fait un accident vasculaire cérébral, jamais on va essayer d'interviewer cette personne pour savoir si elle habite dans une zone polluée, si cet AVC est en lien avec son adresse. Et donc, il faudrait, je crois, qu'on se mette petit à petit, tous les médecins, tous les soignants, à avoir ce genre de réflexe pour pouvoir appréhender mieux les causes environnementales. Donc voilà, nous, on a une proposition d'exposome qu'on est en train de construire, qu'on voudrait diffuser, et peut-être on vous le fera passer si vous êtes d'accord pour que vous nous donniez un peu votre avis là-dessus. Avec plaisir, je pense que vous avez tout à fait raison. Voilà, non, mais l'exemple type, l'OMS. Je suis désolé, il y a encore cet écho là. Ah oui, c'est parce que j'ai pas. Oui, je ne sais pas si c'est à cause de vous, mais en tout cas, l'OMS qui parle des déterminants de mortalité, déterminants, hein, je ne parle pas des causes, c'est-à-dire cancer, voilà, je parle des déterminants, et met la pollution au top. Hein, c'est le premier niveau, avant même le tabagisme. Ça reste toujours un peu difficile de convaincre, par exemple, quand on est dans des cercles sur le cancer, il est évident qu'on va toujours mettre le tabac et l'alcool au premier plan en disant oui, il y a d'autres causes, mais enfin, c'est secondaire. Pourquoi c'est secondaire? Là, il y a une vraie interrogation. En fait, c'est beaucoup plus difficile à établir. Vous savez, quelqu'un qui fume, vous savez à peu près combien il fume et depuis combien d'années il fume. Sur le plan quantitatif, vous avez tout ce qu'il vous faut. Quelqu'un qui a été contaminé par le bisphénol A, vous n'en avez aucune idée, strictement aucune idée. Donc, c'est très difficile à établir. Mais si vous avez par ailleurs d'autres arguments, et que malgré tout, ces arguments ne sont pas ridicules, mais enfin, ils ne seront absolument pas au même niveau que les arguments sur le tabagisme, mais ils vont être quand même suffisants. Pourquoi ne pas intégrer ça? Et la pollution de l'air, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui est important. La pollution de l'air intérieur aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser. S'il y a des aldéhydes parce qu'on a des meubles avec des cols, avec des choses comme ça. Vous savez, aux États-Unis, pendant un très longtemps, on avait tellement peur que les maisons prennent feu qu'on a rajouté des retardateurs de flammes partout, y compris dans les lits de bébés. Je veux dire, ce qui fait qu'il y en avait partout, et non, c'est assez toxique. Là, maintenant, on axe beaucoup sur les substances perfluorées qui posent de véritables problèmes. Donc, si on a quelques arguments relativement simples, pourquoi ne pas les utiliser? Ce que les gens consomment, où ils vivent exactement, parce que vivre en ville où on a un taux de pollution plus important, c'est un critère, mais vivre à un endroit où il y a des pesticides qui sont mis, on est à quelques dizaines de mètres d'un endroit, ça peut poser aussi un problème sur le long terme. Je ne parle pas d'effets aigus, hein, on pense toujours effets aigus, non, c'est les effets à long terme pas visibles un peu. Donc pourquoi ne pas faire ça, sachant que le niveau de certitude scientifique sera un peu plus faible que pour d'autres. Mais on ne peut pas attendre, on attendrait des décennies entières avant d'avoir ces certitudes. On peut travailler comme ça, vous avez bien raison de le faire. Ça se fait aussi, par exemple, vous avez dans certains endroits où les couples consultent pour infertilité, vous avez ensuite des consultations spécialisées pour essayer d'aider. Donc, ça se fait à Bordeaux, ça se fait à Paris, ça se fait peut-être à Nice, je ne sais pas. Mais bon, il y a aussi sur le plan de l'alimentation des gens qui consultent et qui peuvent avoir un certain nombre. Je pense qu'il faut que ça se diffuse et si on peut aider, on fera ce qu'on peut pour vous aider. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, Madame Béatrice Sarton. De Béatrice Sarton qui a posé sa question, je crois, sur le chat. Donc, c'est la même. Donc, c'est face aux doses limites de substances comme le bisphénol. Y a-t-il des mesures concrètes prises? En fait, la question, c'est par rapport aux vraies mesures. Et par exemple, on trouve toujours des boîtes de conserve avec revêtement interne.
Oui, eh bien, c'est un souci. C'est très récent. L'EFSA a très récemment modifié sa valeur limite sur le bisphénol A. Donc là, actuellement, le rapport de l'EFSA est en consultation publique. D'ailleurs, nous, dans un cadre d'un autre projet européen, on a répondu, on a donné notre avis et je pense que c'est bon, je pense que c'est raisonnable ce qu'ils ont fait. Donc, si c'est acté, je ne vois pas comment les États ne doivent pas prendre des mesures là, du coup, vraiment, pas simplement de restriction, mais vraiment d'interdiction. Le problème, c'est que les industriels ont des substituants dans leur le bisphénol S, le bisphénol F. Je vous fais la liste, tout l'alphabet peut y passer. Sur lesquels on dit ah c'est peut-être moins grave que le bisphénol A, mais en réalité c'est surtout qu'on a beaucoup moins d'études. Donc moi je demande instamment, on a demandé à l'EFSA, c'est que attention, il faudrait très rapidement refaire les travaux qu'ils ont fait là, ces analyses sur les substituants pour être sûr qu'on n'est pas en train de substituer au bisphénol A un bisphénol S qui, bon, lui, S, je pense qu'on sait maintenant qu'il est pas très bon. Mais il y en a d'autres qui sont en niveau d'études, pour lesquels on dit il est moins grave simplement parce qu'il y a moins d'études. Donc, voilà. Donc, par quoi remplacer finalement? Pardon? Oui, par quoi remplacer finalement? Non, mais il y a des substituants, mais je ne suis pas convaincu qu'ils sont plus innocents que le bisphénol A pour le moment. Donc, on est assez sceptique. Même pour les phtalates, il y a quelques substituants récents où au début, on pensait qu'il y avait beaucoup moins de toxicité. Et dans une certaine mesure, c'est un peu vrai. Mais ce n'est pas complètement vrai. C'est peut-être une amélioration, mais ce n'est certainement pas une solution. D'accord. Et une autre question, je crois que vous en avez un petit peu parlé, des états dépressifs, le lien entre les toxiques et les états dépressifs. Bon, on va trouver des liens maintenant entre l'exposition à des substances toxiques et toute une série de pathologies, y compris des pathologies psychiatriques. Il y a tout un travail beaucoup plus sur le développement de l'enfant, l'agitation, le manque de concentration, peut-être l'autisme. Les états dépressifs en tant que tels, ce n'est pas le domaine, je dirais, où on va mettre on va dire que les arguments sont les plus forts, mais il y a eu quelques études sur ce sujet-là. Bon, on est dans un domaine un peu difficile où, en fait, on travaille avec le poids des preuves à chaque fois. On a parfois des arguments, donc c'est une alerte. Ensuite, s'il y a d'autres arguments qui viennent, ça devient une plus grande réalité. Et là, il faut prendre. Mais c'est tout à fait possible, mais je ne peux pas dire que c'est le domaine où les arguments sont les plus forts. On a des arguments beaucoup plus forts sur Parkinson et pesticides, par exemple. Parce qu'on a les agriculteurs qui ont beaucoup utilisé les pesticides, qui ont beaucoup plus de maladies de Parkinson. Et donc là, il y a des arguments qui sont beaucoup plus nets. Aussi sur le développement neurocognitif de l'enfant, le QI, par exemple, sur l'impact sur le QI de l'enfant entre certains perturbateurs endocriniens est assez clair là-dessus aussi. C'est plus net que pour la dépression. Alors, c'est vrai que souvent dans les médias alertent sur le lien avec l'autisme, entre toxico et autisme, et vous semblez dire pas sûr. Non, mais j'essaie d'être, disons, prudent. Il y a beaucoup de travaux sur beaucoup de domaines. Il y a des domaines où à la fin, il y a tellement de travaux qui vont à peu près dans le même sens, ils sont cohérents, où on commence à avoir peut-être pas une certitude complète, mais bon, une assurance dans notre conviction. Et il y a des domaines où même les méta-analyses qui sont faites, c'est limite, quoi. On est à la limite de savoir s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet, ou si ce sont des biais. Donc, je suis un tout petit peu prudent. Pour l'autisme, il y a des résultats. Si on veut voir les résultats qui le montrent, on peut en trouver. Il y a une cohorte américaine qui l'a démontré. On n'a pas assez ça n'a pas été suffisamment reproduit pour que ce soit très convaincant. C'est beaucoup plus convaincant sur la relation entre autisme et dépakine, par exemple. Je pense que la relation, elle est extrêmement convaincante. Elle l'était déjà depuis pas mal de temps, je dirais, mais sur les substances chimiques à faible dose auxquelles on est contaminé, c'est probable, mais je ne dirais pas que c'est encore quelque chose qui est complètement acquis.
on essaie, si vous voulez, on demande d'être, disons, de donner un poids de preuve à ce qu'on dit. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de faire. C'est simplement, bon, pour ne pas mettre au même niveau des choses pour lesquelles on a une véritable assurance, une conviction, et puis d'autres, c'est encore à l'état, disons, encore incertain. Oui, parce qu'il y a toujours des articles alarmants sur beaucoup de sujets dont on n'est pas juste tout à fait... Je ne suis pas contre l'alerte. Hein. L'alerte est importante parce que ça focalise et donc ça pousse à faire d'autres études sur le sujet. Mais entre une alerte et dire que c'est quelque chose de bien établi, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Et ensuite, tout dépend de la substance en question. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup de nanoparticules à titane, hein, donc les particules à titane qu'on met dans tout plein de choses. On mettait ça dans des bonbons pour les enfants pour faire joli, pour une couleur jolie. Très sincèrement, même si je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai une conviction absolue que c'est mauvais, enfin, on a parlé de cancer pour le titane, ça, mais l'évidence est relativement modeste là-dessus et faible, mais ça m'est égal. Enfin, je veux dire, est-ce que là, l'utilité du produit est si faible que franchement, on peut s'en passer malgré. Oui. Et vous aviez évoqué au début les ondes électromagnétiques en disant aussi que le sujet n'était pas clair pour l'instant. Ah oui, c'est très difficile. Ça reste un sujet extrêmement difficile avec à la fois quelques arguments sur le sommeil, sur l'inflammation au niveau du cerveau. Maintenant, dire que c'est quelque chose de manière évidente qui est toxique, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, il y a eu un rapport de l'ANSES très récent sur la 5G qui semble aller dans le sens que c'est sans doute pas très toxique, alors qu'il y a 1 an ou 2, ils avaient eu du mal à conclure parce qu'ils n'avaient pas assez d'études. Donc là, ils en ont un peu plus. Il n'y a pas de preuve que c'est... Mais bon, il faut être très vigilant quand même là-dessus. Parfois, on focalise sur certains... On a beaucoup focalisé sur les antennes relais. À un moment, ça a été même une... Et là, les arguments sont extrêmement faibles. Il y a très peu d'arguments pour dire que les antennes relais, c'est pas bien. Alors que pour le téléphone portable, il y a quand même quelques arguments épidémiologiques pour dire que les gens qui l'utilisent beaucoup, il y a un petit risque d'augmenter d'inflammation au niveau du cerveau, peut-être de certaines tumeurs cérébrales. Enfin, il y a au moins des études qui sont solides. Ensuite, c'était peut-être une époque où ce n'était pas les mêmes téléphones qu'aujourd'hui, on utilisait ça peut-être différemment, mais là, et curieusement, l'attention de la population va plutôt vers les relais, et pas beaucoup au fond sur les portables, parce que simplement, on n'a pas envie on a très envie d'utiliser le portable, voilà, tous, mais on n'a pas envie d'avoir l'antenne relais en face de chez soi, quoi. Donc, là, il y a tout un domaine à explorer. C'est vrai, on en a parlé à un moment des portables, et puis on a essayé d'oublier ce sujet. Oui. Ouais. Ça peut revenir un jour, je ne suis pas... Non. Et oui. Donc, encore une dernière question, mais qui concerne l'étude sur l'incinérateur, sur un incinérateur qui est à Nice. Une étude qui a été faite sur l'incinérateur de déchets et qui avait montré un certain lien avec des pathologies cancéreuses. Mais je crois que c'est le service de santé publique avec un médecin en particulier qui s'en occupait, mais je ne crois pas qu'elle soit là. Donc, je ne sais pas ce que Madame Sarton attendait. Vous pouvez... Je voulais savoir... Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, avec l'accumulation des incinérateurs et les cimenteries aussi, parce que là, actuellement, il y avait 2 cimenteries dans le triangle de la région autour de Nice, dont une a fermé, mais du coup, l'autre a pris le relais. Et moi, j'habite pas très loin et je vois qu'il y a énormément, du coup, avec les déchets, les cimenteries se mettent à brûler les déchets, notamment, différents déchets et c'est un petit peu un cercle vicieux dans le sens où pour alimenter la cimenterie, il faut encore plus de déchets qui viennent d'autres régions. Et donc, savoir s'il y a des études, je sais qu'il y a des études de votre part, mais est-ce que ça remonte jusqu'au cimentier, jusqu'aux maires? Est-ce qu'il y a de la santé justement par rapport à ça? Bon, je ne vais pas parler du cas précis parce que je ne le connais pas. Puis je suis pas... Par contre, les incinérateurs de déchets ménagers, c'est un bel exemple de santé publique où, par des mesures relativement simples, on a pu énormément améliorer les choses. Il y a évidemment les incinérateurs à déchets ménagers, c'était ce qui produisait le plus de dioxine à un moment. Franchement, c'était un gros producteur de dioxine. Et quand on a juste mis des filtres à la sortie de la cheminée là, des incinérateurs, mais on a diminué de 99%, voire plus,
la sortie de dioxine. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant parfait, mais on a pu améliorer les choses de manière extrême. Donc, il y a parfois des mesures simples. Franchement, un filtre, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des mesures simples qui peuvent améliorer beaucoup les choses. Alors, ça ne veut pas dire que le problème a disparu ou ce qui se passe ensuite si le relais est pris dans la cimenterie. Et c'est toute la question. Vous posez toute la question aussi de l'économie circulaire où des déchets d'un endroit sont utilisés pour être récupérés ou pour être utilisés comme carburant dans d'autres endroits, sachant qu'ils sont contaminés, sachant qu'il faut prendre des mesures pour limiter disons, la contamination des environs, bien entendu. Mais avant qu'on ait, je suppose qu'il y a des services publics qui dosent ce genre de choses. Dans ces conditions-là, on pourra avoir une idée plus précise. Mais il y a des solutions parfois, toutes simples. Il faut les mettre en œuvre. Et parfois, certains industriels mettent beaucoup de temps à mettre en œuvre des choses très simples. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gardanne et les boues rouges de Gardanne qu'on a envoyées dans les calanques. Et ensuite, on a demandé à l'industriel de trouver une solution. On lui a donné, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans. C'est le dernier mois de la dernière année limite qu'il a mis un filtre. Et ensuite, en plus, il récupérait ce qui était stocké dans les filtres pour les mettre dans la nature. Et donc, là, ce n'est pas une très bonne solution. Il faut être beaucoup plus proactif, clairement, parce que là, il y a un vrai sujet. Mais il y a des gens plus compétents que moi là-dessus. Merci. Et c'est vrai que souvent, on donne aux industriels le rôle de nettoyer eux-mêmes leurs propres défaillances, alors qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui le provoque, en fait. Ils voient surtout le côté économique, alors que d'autres personnes sont dans la recherche et voient ça sous un autre angle. Oui, et puis il devrait avoir des indépendants. Il faut voir le cycle de vie de ce qu'on fait. Enfin, à chaque fois, c'est le cycle de vie entier qui doit être vu avec toutes ses conséquences. Voilà. Sinon, c'est la société qui paye. Quelqu'un va payer, in fine. Hein. Si ce n'est pas l'industriel, c'est la société. Ça. Donc, c'est effectivement l'exposome, c'est à la fois un sujet global au niveau scientifique, mais aussi global parce que ça nécessite de faire travailler tous les acteurs ensemble. Oui, bon, finalement, ils ont bien fait de le mettre dans la loi santé. Oui. Si personne ne comprend. Donc, le dernier message, c'était celui de Sylvia qui a dû partir. Je crois qu'il vous remercie, qui aimerait bien que vous approfondir tout ce que vous évoquez et qui pense que l'exposome, qui est une thématique très diversifiée, doit être de nouveau évoqué. Moi, je pense même qu'on devrait organiser une vraie journée complète sur l'exposome et dès que les conditions sanitaires seront stables, comme elles le sont actuellement, nous espérons pour un bon moment, on essaiera d'organiser une journée complète et d'évoquer plus précisément chacun des domaines qui sont chacun un domaine de travail à part entière. Absolument. Non, vous avez raison. Puis moi, je serais évidemment aussi très intéressé de voir comment vous allez faire cette questionnaire, ces recommandations, etc. Je trouve que c'est d'ailleurs superbe que vous ayez pris cette initiative. Ok, ben merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci surtout à monsieur le professeur Barouki, que nous espérons revoir bientôt. Ok, merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.